Bienvenue sur Horror News. Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ? Alors, salut Sartman, et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît ? Oui, je suis Sartman, donc c'est un pseudo évidemment. Je suis spécialiste sartois de Buffy contre les vampires et j'exerce cette passion sur un podcast, moi aussi, qui s'appelle Pourquoi Buffy c'est génial. Depuis 10 ans, figure-toi, ça fait 10 ans qu'on sort des épisodes où on commente des épisodes de Buffy, scène par scène. On fait comme des commentaires audio d'un DVD et on analyse la série, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette série. Oui, ça, plus effectivement toutes les infos, les news, les événements, etc. à chaque fois dans tous les épisodes. C'est vrai qu'on s'est développé au tout début, on ne faisait que les commentaires stricts de l'épisode, et c'est vrai que maintenant, vu qu'on va en parler, mais vu que Buffy continue à vivre, bien que la série s'est arrêtée il y a quelques années, l'univers, le fandom continue à être riche et à être vivant. Donc on en parle aussi dans le podcast. Ouais. Ouais, c'est impressionnant d'ailleurs cette longévité. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous développer un petit peu ? Est-ce que tu peux nous présenter peut-être un peu le podcast, la genèse du truc, tout ça ? Ouais, donc c'était il y a 10 ans, j'ai lancé ça. Donc alors, si on revient encore plus en arrière, donc moi je suis un énorme fan de la série depuis la fin des années 90, quand ça a été diffusé en France, que j'ai découvert ça. Après, j'ai continué à regarder religieusement cette série, mais un peu dans mon coin. Et ouais, autour des années 2010, comme ça, en parlant un peu avec des gens, je me suis rendu compte qu'on était quelques-uns à trouver cette série vraiment extraordinaire, et beaucoup d'autres pour qui c'était un truc sans intérêt, minable, ridicule, quoi. Et je me suis dit, il y a un problème. Il faut que les gens comprennent que c'est vraiment un chef-d'œuvre, cette série. Et j'avais l'impression que plein de gens étaient passés à côté et j'étais le seul à penser que c'était un chef-d'œuvre. Donc je me suis dit, il faut que je trouve un moyen d'expliquer aux gens à quel point c'était une série extraordinaire. J'ai réfléchi à plusieurs choses et ça correspondait à l'époque où moi je commençais à écouter des podcasts indés, et je me suis dit tiens, l'audio ça peut être intéressant, et on a eu cette idée de faire ça, de faire ce concept de commentaire audio. On se diffuse l'épisode, et donc on commente en direct scène par scène. Et je dis on parce que je fais ça avec deux acolytes qui ont aussi des pseudos formidables, qui sont Riley et Clément. Et donc j'ai lancé ce podcast avec eux donc il y a 10 ans. Depuis, nous a rejoint Big M qui s'occupe de l'actu et de plein d'autres choses. Et aussi on a des invités très régulièrement, même quasi tout le temps. On invite des gens qui sont aussi fans ou aussi spécialistes, qui ont des avis tous différents et tous passionnants sur la série. Des journalistes, des essayistes, on a eu des comédiens, voilà, plein de gens super. Parce que voilà, il y a beaucoup de monde finalement. Je me suis rendu compte de ça en lançant ce podcast. Il y a beaucoup de monde qui pense comme moi que cette série est un chef-d'œuvre finalement. Oui, ça a impacté effectivement beaucoup de monde encore jusqu'à maintenant. Et alors c'est marrant parce que du coup j'avais découvert le podcast, moi à l'époque, j'étais à la Comic Con, je crois que c'était la première Comic Con, et il y avait James Masters qui était venu. Ouais, je me rappelle, ouais. Voilà, et j'étais dans la salle et il y avait des questions-réponses, et donc au bout d'un moment j'entends au fond de la salle quelqu'un qui dit oui, alors se présente et puis dit oui, alors, je représente le podcast Pourquoi Buffy c'est génial. Donc là je rigole, je me dis ok, au moins tout est dans le titre, tu vois. Et donc effectivement voilà, t'as posé la question pourquoi Buffy c'est génial à James Masters, qui a répondu très très gentiment, et voilà, ça a enflammé la foule comme d'habitude, évidemment. Eh ben oui, on peut retrouver ce moment historique dans l'histoire des conventions. On peut le retrouver en audio dans un épisode, parce que bien sûr tout ça j'enregistrais le son, et on avait fait un épisode spécial convention, donc alors, je crois que c'était 2015 ou 2016, je sais plus, Ouais, dans je sais ces plus quelle eaux-là. année c'était. Ouais, 2015 ou 2016, ouais. Mais ouais, si on fouille notre site internet, on peut retrouver cette réponse de James Masters. Ouais. Tout à fait. Alors justement, on en parlait, Buffy pour toi c'est important. Comment est-ce que tu l'as découvert et qu'est-ce que ça représente pour toi ? Je l'ai découvert comme beaucoup de petits Français en été 98, quand ça a été diffusé pour la première fois sur M6, un vendredi soir. J'ai trouvé ça absolument génial instantanément, quoi. J'étais déjà très friand de films et de séries fantastiques.
Donc c'est pour ça que je suis allé voir la série. J'avais vu les bandes annonces et je voyais que ça allait parler de vampires, de gros démons, il y aurait de la bagarre. Donc tiens, je suis allé voir ça et j'ai découvert bien plus que ça parce que donc il y a de l'horreur dans cette série, mais il y a aussi du fantastique, de la romance. Il y a beaucoup d'humour. Il y a de l'action, parfois de l'enquête, enfin, beaucoup d'enquêtes. Même les premiers épisodes sont vraiment construits comme des séries policières. Voilà, un mélange de tellement de choses que j'avais jamais vues et je me suis dit, mais je crois aussi comme beaucoup de fans, je me suis dit mais cette série est faite pour moi en fait. Enfin, je trouve quelque chose une œuvre que je trouve parfaite du début à la fin. Et puis voilà, j'avais l'âge des protagonistes, donc je me suis identifié à 200% à cette petite bande et voilà, et je ne les ai plus quittés ensuite. Mais c'est vrai que, comme la plupart, je pense, toi, tu as découvert avec la série, du coup. Oui, c'est ça, exactement, ouais. Et le film, Ah, le film, non, le film, pas du tout. Le film, je l'ai vu après. Ouais, je l'ai vu pas très longtemps après parce que donc quand j'ai découvert la série, j'ai commencé à fouiller. J'ai vu qu'il y avait un film que j'ai vu quelques fois, mais ma passion pour la série ne va pas jusqu'à adorer le film. J'avoue que le film. est particulièrement mauvais quand même. Faut pas. Bon, Ouais. Bah, si on peut parler 5 minutes du film. bien sûr, bien sûr. Donc, Joss Whedon, le créateur de la série, avait été à la base scénariste pour le cinéma. Il avait écrit ce scénario original en voulant en faire un film. Mais il était très jeune scénariste à l'époque. Et ce scénario a été acheté, a été fait, mais il a été confié à d'autres personnes pour le faire, d'autres producteurs, d'autres réalisateurs, réalisatrices. Et il a perdu le contrôle sur ce projet. Et effectivement, quand on regarde le film, on ne retrouve plus grand-chose. Enfin, on retrouve les choses qui est dans la série, mais comme si c'était dans le désordre ou comme si c'était mal fait ou mal dosé. Il y avait un mauvais dosage. Il y a les bons ingrédients, mais mis dans le mauvais sens. Et le film est pas très très intéressant, sauf si vraiment on veut décortiquer l'œuvre. Mais je vous dis, c'est plus un brouillon, un truc. Ouais, c'est ça, un brouillon, ouais. Ouais, qui n'était pas fidèle en fait à la vision qu'avait Joss Whedon de son héroïne. Non, il était assez furieux d'ailleurs de ce qui avait été fait, apparemment. Ah oui, et même quand la petite anecdote, c'est quand on lui a proposé, parce que donc l'idée d'en faire une série n'est pas de lui, c'est une productrice de la Fox, enfin j'ai plus les noms, enfin une productrice qui se dit tiens, il y a avec cette nouvelle chaîne qui se monte là. Il faut du contenu pour les jeunes, il faut faire des séries pour les jeunes, et elle se rappelle de ce petit film qui a eu des retours honorables, qui avait fonctionné, qui avait rapporté un petit peu d'argent. Donc elle se dit tiens, si on adaptait cette héroïne là qui parce que oui, on n'a pas, je manque à tous mes devoirs, je n'ai pas pitché la série. Si on adaptait cette histoire de cheerleader qui est la nuit combat des vampires, si on l'adaptait en série. Et contractuellement, donc cette productrice était obligée de demander son accord au scénariste original Joss Whedon pour mettre en chantier une série et lui demander s'il voulait en être ou pas. Et lors du premier rendez-vous, Whedon avait dit non, ça m'intéresse pas. Faites la série si vous voulez, mais moi je fais du cinéma, quoi. Et c'est seulement le lendemain, après avoir réfléchi, en ayant parlé avec sa femme, qu'il s'est dit mais non, je suis trop con, faut que j'y aille pour avoir enfin le contrôle total sur cette idée et pouvoir faire vraiment ce que je veux. C'est ça, effectivement, et c'est ce qui nous a donné nos 7 saisons de Buffy. Et pourquoi est-ce que tu penses que ça a cartonné autant, Buffy ? Je pense que comme ce que j'ai ressenti moi, c'était les bons ingrédients au bon moment. Voilà. S'il faut retenir une chose, et c'est quelque chose qu'on dit souvent dans le podcast, c'est vraiment c'est une série qui s'adressait aux adolescents, très clairement, qui avait comme protagoniste des adolescents, mais qui peut-être pour la première fois ne prenait pas les adolescents pour des débiles, leur parlait comme à des adultes, leur parlait sérieusement de choses sérieuses, parfois même en utilisant des métaphores un peu compliquées où le spectateur devait un peu se creuser la tête pour dire ah mais tiens là on est en train de parler de ça mais en fait on parle de ça. Voilà, c'est une série faite en ayant confiance dans ses spectateurs, en ayant confiance dans le regard et surtout dans le vécu des spectateurs. C'est une série qui
qui joue beaucoup avec les codes du fantastique et de l'horreur et la pop culture en règle générale, avec beaucoup aussi les codes des comics. Et les héros sont au même niveau que les spectateurs. Les héros ont comment dire, quand tu es un spectateur adolescent à cette époque-là, tu sais ce que c'est un super-héros, tu sais ce que c'est un vampire, tu sais ce que c'est un démon. Enfin voilà, tu as vu tous les films, tu as lu des livres, tu as lu des bandes dessinées. Et ben on avait des personnages qui étaient au même niveau que nous, qui eux aussi faisaient des blagues sur genre, ah mais alors que les vampires, ils vont avoir peur de l'ail, ou si on leur coupe la tête avec un truc en argent, il va se passer quoi. Enfin bref, ils ont, je sais pas si je suis super clair, mais ils ont le même niveau, ils ont les mêmes références que nous. Et ça, Whedon en a joué beaucoup, et ce qui crée une connivence super forte, je trouve, entre le spectateur et les personnages. On avait l'impression d'être nous dans cette série, ce qu'on n'avait pas dans les autres séries adolescentes avant, je trouve. Ouais, c'est vrai que tu vois, j'écoutais justement une interview de James Masters, je crois que c'était chez Michael Rosenbaum, tu sais, le podcast. Ouais, je vois là. Ouais, ouais. Voilà, et en fait, je crois que c'est là qu'il a parlé notamment. Il disait qu'en fait, pour lui, la grosse force de Buffy, c'était la team d'auteurs qui était derrière et qui se mettait un peu à nu en fait, et qui justement parlait de plein de traumas, de plein de choses qu'ils avaient vécues pendant leur adolescence, leur enfance et tout, et que c'était retranscrit du coup avec, bah voilà, tu vois, l'image d'un démon, d'un vampire, etc. C'est ça, parce que le concept fort de la série, c'est d'expliquer que le lycée, c'est l'enfer. Le lycée, c'est comme un monde rempli de démons et de forces obscures. Mais ces démons et ces vampires que combat la tueuse, donc Buffy, représentent tous les petits traumas, toutes les petites épreuves qu'un adolescent, une adolescente doit surmonter pour aller à l'âge adulte. Et c'est vrai que c'est une idée ultra simple, et donc comme beaucoup d'idées simples, super intéressantes, et c'est brillant d'avoir l'exécution est brillante en plus. Simple et efficace, comme on dit. C'est ça, exactement. Mais personne n'y avait pensé avant. Donc Et oui, bah c'est toujours comme ça. Alors, est-ce que tu as une saison préférée, toi? Ouais, moi je suis team saison 2 à fond. Saison 2, donc l'histoire Angel qui redevient Angelus, l'arrivée de Spike, c'est pour moi c'est c'est, et puis comme j'ai découvert la série à partir de l'épisode 1, donc c'est le moment où, parce que la saison 1 est super, mais plus courte que les autres saisons, donc 10 épisodes, et faite vraiment avec 3 bouts de ficelle. La saison 2, il y a un petit peu plus d'argent, même s'ils font beaucoup de bricolage. C'est, pour moi, la saison 2, c'est la plus forte dramatiquement. Je trouve, il y a cet épisode final est fou. Ouais. Et chaque épisode est vraiment très, très puissant. Ouais, je suis fan de cette saison 2. Et après, il y a eu plein de choses super dans la série, mais ouais, voilà, comme vu que c'est pendant la saison 2 où j'étais encore en train de découvrir la série, et je suis tombé complètement amoureux de cette série pendant cette saison 2, donc je reste sur la saison 2, ouais. Ça marche. Est-ce que tu as un vilain préféré? Le vilain, ouais, bah pareil, je crois qu'on est sur un bon vieux Angélus, quoi. C'est vrai que c'est des questions aussi qu'on s'est beaucoup posées dans notre podcast ces dernières années, et ouais, lui, pareil, parce que c'est le super méchant qui a été le petit ami, quoi, avant. Donc on est dans le drame shakespearien à son maximum, quoi. Enfin, Et puis qui parle à tous les adolescents, évidemment. C'est ça. Bah voilà, parce que la métaphore là encore est flagrante, et le lendemain, il a couché avec la nana, et le lendemain il se transforme en gros connard. Enfin voilà, c'est parfait, et c'est triste, et c'est fort, et ce qui en fait, ouais, pour moi le méchant, le plus méchant, puisque voilà, il a été intime de Buffy, et il sait comment la faire souffrir, il a fait beaucoup souffrir, et voilà, non, on l'aime pas. Après, voilà, chaque autre méchant a ses petites particularités. Je me rappelle que Glory, j'aimais beaucoup Glory, parce que Glory elle me faisait peur, parce que je la sentais vraiment très 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 forte. On se disait, mais Glory, c'est une déesse, donc c'est pour ça on n'arrivera jamais à
à la battre, mais The First aussi, c'est super. Mais voilà, non, Angelus me fait très très peur. Ça marche. Alors c'est vrai que toutes ces histoires, elles ont continué, notamment à travers des romans et des comics. Tu les as lus, toi? Alors, oui, alors déjà les romans, il faut savoir qu'ils étaient, alors il y a eu beaucoup de romans. Il y a eu des novélisations d'épisodes, Ouais. donc c'est la reprise des épisodes, qu'on met en livre. Il y a eu aussi des romans inédits et ça, ils ont commencé à être publiés même pendant la série, en fait. Il y en a, on a reçu une invitée qui nous en a parlé il y a quelques semaines. J'ai complètement oublié, mais il y en a plus d'une centaine, hein. C'est vraiment, une Ah ouais, je pensais collection pas autant, ouais. assez monstrueuse. Et moi, j'en ai lu. Attends, je me retourne. J'ai ma bibliothèque derrière moi. Ouais, j'en ai lu une bonne entre 10 et 15. Hein. Et ils sont super mignons, ces petits romans, je trouve, parce que c'est jamais de la grande littérature. Mais on retrouve nos personnages qu'on adore dans des histoires complètement inédites, des histoires moins passionnantes ou moins impactantes, je trouve, moins fortes que dans la série. Mais c'est un petit biscuit quand même sympathique. Tu vois, si tu es en manque de Buffy, si tu connais déjà tous les épisodes par cœur, un petit roman Fleuve Noir, là, ça peut faire plaisir. Donc moi voilà, c'est mon avis sur les romans, je les aime bien et je continue d'en acheter régulièrement, d'en lire régulièrement. Il y en a des très sympas, notamment ceux écrits par Christopher Golden, c'est un très bon auteur, surtout le Buffyverse, il a écrit d'autres choses d'ailleurs. Sur les comics, alors moi je suis moins spécialiste, donc suite à l'arrêt de la série, donc qui s'est fini après la saison 7. En comics, il y a eu donc de la saison 8 à la saison 12, je crois. Ouais. Ils sont sortis d'histoires en comics. Moi, j'ai lu la saison 8 et la 9, je crois, il y a très longtemps. Je trouvais ça pareil, sympa, mais moins. Là, par contre, j'avais un problème parce que l'image faisait que pour moi, c'était plus ma série. C'était et puis les personnages faisaient vraiment des choses. C'est vraiment des vrais comics, quoi. Donc je crois que les personnages ressemblaient plus à des héros Marvel ou DC qu'à la série que j'affectionne. Donc pareil, sympathique, mais j'ai l'intention de tous les lire un de ces quatre, mais voilà, sans urgence. Voilà, c'est pas trop passionné par les comics pour l'instant. Et t'as lu les romans, alors qui sont pas super vieux, j'ai l'impression. Moi, je suis tombé dessus par hasard. Le premier, c'est À chaque génération. Ouais, je vois, ouais. Non, j'ai pas lu ça. Oui, parce que il y a encore aujourd'hui des nouvelles. Parce que je disais que les bouquins avaient été les bouquins avaient été Édités publiés, à l'époque. ouais, à l'époque de la série, mais ça a continué. C'est ça qui est fou. Ça a continué parce que la série plaît toujours. Il y a toujours des fans. Et ouais, non, il y a des nouveaux bouquins et que non, j'avoue, j'ai pas lu. Je sais que chez les fans, apparemment, celui que tu as cité est vraiment bien. Il a beaucoup plu. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, j'ai bien aimé. Tu l'as lu ? On retrouve l'univers, on retrouve les personnages. Sauf que là, c'est une nouvelle génération, hein, donc. Mais on retrouve, on retrouve Willow, on retrouve Oz, Spike, voilà. Ah ouais, non, mais c'est fou, ce Buffyverse est toujours aussi vivant et aussi riche, ça fait plaisir. Ouais, au point de ramener même quelques acteurs du cast là pour faire une série audio, Slayers. Ouais, la série audible, que celle-là j'ai écouté, ouais, c'était sympa. Là, l'intérêt, oui, c'était de retrouver les voix des acteurs, les actrices qu'on aime bien. Il y avait Jess Masters, Juliette Landau, Charisma Carpenter, Amber Benson, j'en oublie plein. C'était sympa. Ça m'a pas passionné non plus des masses. D'accord. Ouais, J'allais te demander ton avis parce que moi je l'ai pas écouté, donc justement ça m'intéresse. C'est non. En plus, non, mais il faut dire que moi j'écoute beaucoup de fiction audio. C'est vraiment un médium que j'apprécie beaucoup. Et là, c'est vraiment pas la meilleure fiction audio que j'ai écoutée de ma vie. Donc, c'est peut-être ça qui m'a un peu déçu. J'aurais préféré avoir cette histoire en roman, par exemple. D'accord. Parce que donc, c'est le fameux Christopher Golden qui a écrit ça avec Amber Benson, donc l'actrice qui joue Tara, qui écrit aussi elle.
Donc ils ont écrit ça tous les deux et c'est une histoire assez sympathique au demeurant, mais que j'aurais peut-être l'avoir en bouquin, ça aurait peut-être été mieux pour moi. Mais voilà, c'est mon avis complètement personnel. Voilà. Bah, ça finira peut-être par sortir en bouquin, hein, sait-on jamais. Mais alors, tu sais que non, il s'est passé un truc avec ça parce que ils étaient donc parce que c'est une œuvre originale Audible, donc ça appartient à Audible. Audible, ça appartient à Amazon. Mm. Et il y avait une histoire comme apparemment ça a assez fonctionné pour qu'ils envisageaient de faire une saison 2. Mais Disney qui est propriétaire de la marque Buffy, parce que Disney est propriétaire de la Fox et donc du catalogue la Fox. Tout à fait. Là, c'est passé il y a une semaine ou deux là. Disney a mis son veto, a interdit de faire une saison 2. Ils ont dit non, on vous a autorisé une saison 1, mais il n'y aura pas de saison 2. Donc Slayers, ça a l'air un peu mort pour d'éventuelles suites ou d'éventuelles d'autres œuvres. D'accord. Mais ce qui nous chez les fans tout de suite ça nous a fait tiquer. On s'est dit tiens, si Disney met son veto à une nouvelle œuvre Buffy, c'est qu'ils ont la leur dans les cartons quoi. Comme il y a ce serpent de mer, il y a ce serpent de mer du reboot là qui revient régulièrement. Régulièrement, ouais, c'est clair. On s'est dit c'est peut-être le signal que Disney va enfin lancer le reboot ou au moins une production quelconque liée à Buffy. Dans l'univers, ouais. Ouais. Ouais, mais on sait qu'il y avait un dessin animé qui avait été fait. Il y a un premier épisode qui a été fait, qui a jamais été diffusé apparemment. Ouais, il y a eu plein de choses. Il y a eu des dessins animés, il y a eu des projets parce que juste après l'arrêt de la saison 7, il y a eu des projets de continuer avec Dawn, de continuer avec Faith. Ouais, ils voulaient faire un spin-off sur Giles aussi. Exactement, voilà. Donc il y a eu plein de projets également. Et donc ça, il y a genre 3-4 ans, là, il y avait vraiment le vrai reboot qui était censé être en chantier. Il y avait même une showrunneuse qui avait été recrutée. Ce projet-là est retombé. Mais voilà, ça reste régulièrement, ça refait surface, comme quoi on aura peut-être un jour une suite ou un reboot Buffy. Buffy ne meurt jamais. Exactement. La série nous l'a prouvé. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des fan meets qui se déroulent encore aujourd'hui? Ouais, c'est quelque chose que je connaissais pas avant de faire le podcast. C'est vraiment le podcast qui m'a permis de découvrir aussi tout cet univers. Parce que ça c'est un truc intéressant que j'ai pas dit, c'est que voilà, moi, quand j'ai lancé le podcast, comme je t'ai dit, j'avais l'impression d'être tout seul à aimer cette série. Et pour lancer le podcast, j'ai un peu fouillé Internet et j'ai découvert un univers complètement dingue. J'ai découvert qu'il y avait des communautés de fans, qu'il y avait des échanges, des sites, des forums, des machins, des trucs, des podcasts. Il y a bien sûr pas que le mien. Et donc, il y a ces fameux fan meets, donc je ne connaissais pas l'existence. C'est des événements assez cool dans lesquels les gens payent, les fans payent un petit billet, ça c'est pas donné, mais pour carrément rencontrer les comédiens et comédiennes de la série. Donc c'est quand même des rêves qui se réalisent souvent pour les fans quoi. Tu vois en vrai, tu vois Spike en vrai, tu vois Cordelia en vrai, tu vois Xander en vrai, enfin voilà. Donc voilà, j'ai cité ces noms-là parce que les fan meets, en tout cas les fan meets en France, ceux auxquels j'ai participé, on ne voit jamais ni Sarah Michelle Gellar, ni David Boreanaz, ou on voit jamais le gros cast, mais on voit des comédiens. James Masters est régulièrement dans ces conventions, c'est quand même pas négligeable. Et donc c'est cool, on passe un week-end, généralement c'est un week-end. Ça se passe dans une grande salle, donc il y a des conférences ou des conférences. Parfois c'est des conférences, maintenant c'est de plus en plus des questions-réponses tout simplement. Donc les fans, il y a un micro qui circule et les gens posent des questions aux comédiens, aux comédiennes qui répondent. Et c'est une ambiance vraiment super bienveillante. On rencontre que des gens sympas et c'est vrai, hein, il y a vraiment pas de démagogie dans ce que je dis. Les gens sont tous gentils, c'est vraiment super. Et généralement, on passe à un très bon week-end. Et il y en a une prochainement là, parce qu'il y en a eu une qui s'est passée là, donc en octobre ou novembre dernier, je sais plus. Et il y en a une nouvelle en avril.
mi-avril. Donc, je sais pas quand sortira l'épisode. Et l'épisode ne sera pas sorti. Si vous étiez là en avril, c'était génial. Ouais, j'ai vu qu'il y avait l'acteur qui joue Andrew, notamment. Oui, Tom Lenk qui joue Andrew. Il y a le méchant Warren aussi, qui est interprété par Adam Bush. James Masters, donc sur Alia. Charisma Carpenter, qui interprète Cordelia aussi. Et on a une petite nouvelle qu'on n'a jamais vue en convention, Mercedes McNabb, qui joue Harmony. Et je crois que j'oublie encore quelqu'un. Mais voilà, c'est déjà un beau casting. Ah oui, ça fait déjà du beau monde, c'est clair. Oui. Ouais, ça va être sympa. Alors, c'est du coup, là, quels acteurs t'as pu vraiment rencontrer parce que je sais qu'il y avait certains, t'as pu échanger en direct. Oui, c'est ça. Parce que oui, la plupart, moi je les vois que comme ça dans la salle ou en posant une question, comme c'était arrivé avec James Masters au Comic-Con que tu rappelais tout à l'heure. La plupart, je les vois comme ça. Et après, il est arrivé certaines fois que les organisateurs proposent des sessions d'interview où là, on est vraiment seul avec l'artiste. Et c'était trop bien. Et donc ça, on a réussi, on a eu en interview Larry Bagby, l'interprète de Larry. De Larry, ouais, je me souviens. Qu'on voit beaucoup en saison 2 et saison 3, donc j'adore. Non, on avait vu aussi Andrew Fershland, l'interprète du Lineted One, le juste des justes. Oui. C'est le petit enfant là, l'assistant du maître. Amber Benson. Amber Benson, c'était extraordinaire. Donc, je rappelle l'interprète de Tara, une nana comme son personnage, aussi gentille, aussi adorable que son personnage. Et qui on avait vu d'autres, Fina Oruche aussi. Alors moi, j'étais là ou j'étais pas là, je sais plus si j'étais là ou si mon équipe était là, qui interprète Olivia, la petite amie de Jace en saison 4. Tout à fait. Et voilà, je crois que on a fait le tour de ceux que j'ai rencontrés, voilà, en interview. Et puis aussi au Comic-Con, j'avais croisé vraiment, mais à l'arrache, le gars qui joue Jesse, dont j'ai oublié le nom. Tu vois, dans le tout premier épisode de la série, il y a oui, Jesse. tout à fait. Celui qui à la base fait partie du groupe. Ben voilà. Et je l'avais sauté dessus et je lui avais posé une question sur Whedon, mais mon enregistreur ne tournait pas, donc voilà, on n'aura aucun souvenir de cette interview formidable. Ça restera gravé en toi, voilà. C'est ça. Une exclue. C'est ça. Alors, quelle est l'actu justement du podcast? Grosse actu. Non, on va fêter nos 10 ans le 5 juillet. Figure-toi que le 5 juillet 2024, ben, ça fera 10 ans jour pour jour qu'on a sorti notre premier épisode. Excellent. Donc, on va faire une énorme fiesta. Non, on va aller boire des coups. Mais voilà, non, mais rien que ça, on est très content. Donc on commence à le dire là depuis un mois. On le dit un peu dès qu'on enregistre un podcast, dès qu'on croise des fans, on leur dit réservez votre 5 juillet. On va sûrement faire ça dans un troquet à Paris. Et voilà, dans l'idée, c'est de retrouver un peu tous les gens qu'on a croisés ou des nouvelles personnes, hein, parce que ce podcast, mine de rien, nous a fait rencontrer. Enfin, grâce à ce podcast, on a rencontré beaucoup de monde depuis 10 ans. Et donc, des fans de la série. Et comme je t'ai dit, les fans sont tous adorables et certains sont devenus des amis même. Enfin, voilà, c'est vraiment, ça crée vraiment une petite communauté avec qui on a envie de faire la fête, donc le 5 juillet. Mais sinon, oui, on continue à faire des podcasts quand même, on fait pas que boire des bières. On a enregistré le dernier podcast qu'on a enregistré, donc c'était en février. Attends, ouais, c'est ça, c'était en février. Avec comme invité, on avait Marion Olité qui a écrit un livre sur Buffy, figure-toi. Tout à fait, un très bon livre. Ouais, un essai, parce qu'il y a même des essais sur Buffy qui sortent, on n'a pas parlé, mais qui sortaient déjà juste après la série, qui continuent de sortir encore. Et là, il y a eu 2 essais français qui viennent de sortir cette année, là, à l'automne dernier, dont celui de Marion Olité, qu'on a reçu dans le dernier épisode. C'était super intéressant, elle nous a parlé de son livre et toute son approche de la série. Et comme d'habitude, dès qu'un épisode est en ligne, je me mets au travail pour la préparation du prochain. Donc là, j'ai attaqué la préparation du prochain.
Je sais déjà quel épisode ce sera, mais je ne sais absolument pas quand est-ce qu'on l'enregistrera parce que ça demande beaucoup de temps la préparation de nos épisodes parce que vraiment j'essaye de fouiller à fond l'épisode, de dire tout ce qu'il y a à dire sur l'épisode. Donc ça demande pas mal de recherche et pas mal de réflexion, ma petite caboche. Donc voilà, je sais pas du tout quand est-ce qu'on enregistrera le prochain. Mais voilà, on va continuer. Ok. Bon, bah en tout cas, on prend note pour le 5 juillet alors du coup. Mais oui. Ça marche. Est-ce que tu as des événements à venir pour les fans? Là, tu le disais, donc l'événement du mois d'avril qui était extraordinaire. C'est ça, c'est formidable. Après ça, je ne sais pas. Je sais que c'est vrai que là, depuis quelques années, on est assez gâtés en France, en tout cas à Paris. Il y a régulièrement des conventions Buffy. Hein. C'est quasi tous les ans là. Il y en a eu quasi une tous les ans depuis 3-4 ans. Donc, j'espère que l'édition là d'avril organisée par un organisme qui s'appelle Geek and Cheese, c'est Geek and Cheese Convention. J'espère que ça a été un succès et qu'ils vont en organiser une autre très vite. Mais je t'avoue que j'en sais pas plus. Après, pour un instant promo, pour être tenu au courant de l'actualité de Buffy, dans notre podcast, au début de notre podcast, il y a toujours une rubrique actualité faite par Big M. Et lui, il fouille tout Internet, il est au courant de tout ce qui se passe, dans laquelle il nous donne toutes les infos sur les films qui sortent avec les comédiens du Buffyverse ou les conventions à venir. La rubrique actu de Big M est très, très pratique pour ça. Voilà, donc vous aurez compris, chers auditeurs, il faut donc écouter Pourquoi Buffy c'est génial. Évidemment. Si vous voulez être tenu au courant de ce qui se passe dans le Buffyverse, les amis. Ben voilà, c'est ça. Évidemment. Alors justement, où est-ce qu'on le retrouve, ce podcast? Oh bah normalement à peu près partout. Donc on a un blog où il y a tout notre petit bazar qui s'appelle pourquoibuffyc'estgénial.wordpress.com, tout attaché. Et sinon, en tapant Pourquoi Buffy c'est génial dans tous les navigateurs de podcast, on trouve ça. On est même sur YouTube, dis donc. YouTube en vidéo. Et sinon, le Spotify, les Apple Podcasts, les Google Podcasts, tout ça là. On est sur tous ces trucs-là normalement. Toutes les plateformes de podcast. Oui. C'est assez chiant à faire, donc normalement on est inscrit sur toutes. Ça marche. Alors écoute, comme d'habitude, je propose toujours des questions rapid fire pour terminer les interviews. Donc, tu as le choix entre réponse A ou réponse B. Alors normalement, l'exercice, c'est plutôt de répondre rapidement et puis de pas trop développer, tu vois. Mais vu qu'on est à la maison et qu'on fait bien ce qu'on veut, tu as le droit de développer si tu veux nous développer tes réponses. Ça marche? Ok, ça marche, je suis prêt. Allez, ça marche. Écoute, on va démarrer avec un plutôt Angel ou plutôt Spike. Ah complètement Angel. Complètement. Comme oui, bien sûr. Spike est un salopard. Angel aussi, mais Angel aussi à certains moments. Oui, on est d'accord. Non, mais c'est un débat récurrent dans la communauté des fans. C'est même qu'il y a des petits noms. Il y a la team Bangel, donc Buffy Angel, et la team Spoofy, Spike Buffy, voilà. Spoofy. Oui, et nous on aime bien. Et voilà, et moi avec mes copains on aime bien dire qu'on est plutôt team Briley. Buffy Riley. Ouais. Mais au-delà de la blague, moi j'aime bien défendre l'idée que Spike est un personnage extraordinaire, super intéressant, mais que si on reste sur le domaine de la romance et du petit ami, Spike est un très mauvais petit ami. La relation qu'il a avec Buffy est toxique. Au dernier degré, ouais, c'est clair. Et donc mon petit cœur de midinette bat pour Angel, la version avec une âme, bien sûr. Ouais, moi c'est pareil, ça faisait partie. J'avais à peu près 1 milliard de posters de Sarah Michelle Gellar dans ma chambre d'adolescent, mais j'avais quand même 1 ou 2 posters de David Boreanaz. Voilà, c'était quand même mon personnage, je trouvais assez extraordinaire. Voilà, c'est un côté romantique peut-être, je ne sais pas. Mais oui, on l'aime bien. Plutôt Darla ou Drusilla? Drusilla. Ouais, non mais Drusilla.
Après, Darla a un beau parcours dans la série Angel. Angel, ouais, Parce tout à fait. qu'on n'a pas parlé, mais oui, il y a la série spin-off Angel qui a duré 5 saisons aussi. Mm. Alors, sur laquelle je suis beaucoup moins spécialiste, mais dans laquelle on retrouve pas mal de personnages, dont Angel, et d'autres personnages qui ont une évolution super intéressante, comme le personnage de Cordelia ou de Darla. Mais ouais, Drusilla, ce personnage est fascinant, et cette comédienne, Juliette Landau, l'incarne magnifiquement. Là, on parlait de la fiction audio audible. L'interprétation de Juliette Landau dans la fiction m'a retourné. C'était la meilleure de loin. Son personnage était super, et ce qu'elle fait est super. Donc, ouais, Drusilla. Ah bah oui, elle est complètement habitée. Enfin, en tout cas, le personnage, il a vraiment un charisme de dingue, hein, quand tu le vois dans la série. Et tu sais jamais où est-ce qu'elle va aller. Elle est complètement barrée. Puis t'as des moments où elle va être d'une froideur flippante. L'instant d'après, elle est là, elle rigole. Et putain, tu sais jamais. C'est un serpent en fait. Tu sais jamais où est-ce qu'elle va aller. Tu vois, c'est assez impressionnant à ce niveau-là. Et il paraît qu'en plus, l'actrice est adorable. Eh ben oui, elle était à la au dernier fan meet là, un automne qui s'est déroulé à l'automne dernier là. Mhm. Et ouais, très sympa, adorable, et pleine de comment dire, vraiment très humaine, pas du tout là pour cachetonner. Non, c'était très cool, ouais. Ok. Alors, un duel de Willow. Plutôt Dark Willow ou Vampire Willow? Ah bah Vampire Willow, elle a l'air beaucoup plus marrante, hein. C'est vrai. Ouais. Ouais, quitte à passer une soirée avec une des deux, je préfère Vampire Willow, qui a un peu plus le sens de l'humour que Dark Willow, je trouve. Un petit peu. Alors, plutôt Buffy en VO ou en VF? Ah bah oui, oui. Alors, VO à fond, VO. Bien que j'ai découvert la série en VF, et je suis devenu fan de la série en la voyant en VF. Attention, faut pas dénigrer cette VF. Mm. Mais la VO est tellement plus riche, tellement plus subtile, et ouais, mieux, oui, objectivement meilleur, quoi, que ouais, maintenant je regarde plus du tout la série en VF. Mais voilà, je peux pas complètement la dénigrer, parce que la version française était quand même d'un assez bon niveau pour me faire devenir fan instantanément. Donc c'était pas mal. Oui, effectivement. Ah, moi, je sais pas, j'arrive pas à me mettre à la VO. Tu sais, c'est la Madeleine de Proust. Je retrouve, Ouais. je retrouve une bande de potes. Donc, c'est compliqué, tu vois, de changer. Ouais, j'ai du mal, mais faudrait que je le fasse, un de ces quatre, que je me refasse l'intégrale en VO. Ah bah c'est plus la même série, hein. Enfin non, mais c'est impressionnant, hein, parce que il y a des dialogues qui n'ont rien à voir. Donc enfin c'est. Ouais, j'imagine. C'est ouais. Alors, plutôt Cordelia ou Harmony? Cordelia. Cordy Forever. Ouais, là, Cordelia est géniale. C'est devenu un running gag, parce que il y a un de nos auditeurs qui nous dit que on passe notre temps à dire Cordelia est géniale dans le podcast. Mais oui, elle a des répliques de dingue. Ce personnage sans filtre, qui dit tout haut, tout ce qu'elle pense et ce que tout le monde pense tout bas, qui a une confiance en elle extraordinaire, mais quand même des fêlures. Ouais, j'adore Cordelia. Ça marche. Alors, duel d'épisodes pour changer. Plutôt un silence de mort ou que le spectacle commence? Ouais, que le spectacle commence, hein, Once More with Feeling, l'épisode musical. Ouais. J'adore de loin. Enfin, et puis c'est vraiment une bonne comédie musicale. Tu vois ce que je veux dire? C'est que depuis, ça s'était déjà fait avant, hein. C'est pas Buffy, c'est pas Whedon qui a inventé les épisodes musicaux dans les séries, mais ça s'est aussi beaucoup fait après. Et dans Buffy, il y a des vrais bons morceaux, des vraies bonnes chorés, je trouve. Enfin, c'est vraiment ouais. On sent que le gars, donc Joss Whedon, le créateur, est aussi fan de comédie musicale. Enfin, ça a vraiment été fait avec beaucoup de respect pour le genre, et de professionnalisme. Bah, il y a d'ailleurs pas mal d'acteurs qui ont chanté eux-mêmes, en fait, les titres, hein. Eh ben tous. Alors, Il y en a pas qui ont été redoublés derrière, ou je sais non, plus? non, Non. pas en version originale. En version française, effectivement, il y a eu des histoires de un comédien ou une comédienne, je sais plus, qui pouvait pas chanter, donc c'est quelqu'un d'autre qui a fait sa voix. Mais non, en VO, non.
Et par contre, Alyson Hannigan, qui interprète Willow, avait demandé à ne pas avoir de morceaux chantés vu qu'elle ne savait pas chanter. Mhm. Je crois que Michelle Trachtenberg aussi n'a pas de morceaux chantés. Genre, je sais plus si c'est elle qui avait demandé ou pas, mais en tout cas, elle n'a pas de morceaux chantés. Elle a un tout petit moment où elle parle, où elle chantonne quelque chose. Mais sinon, non, bah, c'est aussi pour ça que Whedon avait eu l'idée de faire cet épisode, parce qu'il savait qu'il avait James Masters, Amber Benson et Anthony Head, qui étaient des chanteurs et des chanteuses confirmés, quoi, qui font de la musique. James Masters a un groupe de rock, Amber Benson a déjà fait de la musique aussi. Et Sarah Michelle Gellar a, comme toutes les bonnes comédiennes américaines, a toutes les cordes à son arc, quoi. Elle avait une formation aussi, elle avait eu des cours de chant dans sa jeunesse, donc non, ils étaient tous très affûtés pour l'exercice. Ça marche. Alors, plutôt Christy Swanson ou Sarah Michelle Gellar? Bah, Sarah, ouais, on est obligé d'apprécier Sarah. Pauvre Christy, bah ouais, non mais ouais, non, son interprétation de Buffy ne restera pas dans les annales, hein, la pauvre, ouais, c'est pas ça. Hein. Alors, plutôt réunion au Magic Box ou à la bibliothèque? Oh, la bibliothèque. Oh, mais j'adore tellement cette bibliothèque. Et puis ce que j'aime aussi, bah voilà, moi j'analyse la série, donc ce que j'aime, c'est le message qu'on a à travers ça. C'est que dans cette série, pour combattre les forces du mal, pour rester en vie, il faut aller lire des livres. Ça, j'adore ce message. Il faut la solution ou la solution pour combattre le méchant, et la plupart du temps se trouve dans un vieux livre poussiéreux. Et j'adore ce message. Et donc oui, les enfants, allez lire des livres, allez dans des bibliothèques, c'est génial. Enfin voilà. Et puis bah, elle est magnifique cette bibliothèque. Il y a Tonton Giles qui nous fait du thé. Non, c'est le meilleur endroit de la terre. Équipé d'une cage, enfin la base, quoi. Je veux dire, comme toute bonne bibliothèque, Oui. voilà. Avec quelques armes moyenâgeuses. Voilà, je veux dire, c'est normal, quoi. Je veux dire. Et enfin la dernière, peut-être la plus difficile, tu vas me dire. Hein. Plutôt Alex ou plutôt Willow? Ah, bah Willow on l'aime hein, quand même. Hein. Willow on l'aime, mais je dois dire que bah ouais, je suis un garçon et je me suis beaucoup identifié dans mes premiers visionnages, hein, puis maintenant, mais quand j'étais jeune, je m'identifiais quand même beaucoup à Xander, quoi. Ça me parlait, ce mec maladroit, nul avec les nanas, qui fait des blagues de merde, ça me parlait beaucoup. Donc ouais, je vais pencher un peu pour Xander, bien que Willow soit la plus belle personne du monde. Enfin, elle est tellement gentille, tellement adorable. Ah bah, à part quand elle pique une colère à l'occasion, oui, c'est un amour. Bah oui. À part les moments où elle est à la limite de détruire la planète, sinon elle est adorable. Je veux dire. Sinon voilà, sinon on l'aime beaucoup. Bah voilà, c'est pour ça que je suis avec Xander. Il a jamais failli détruire la planète. Ça marche. Et ben écoute, j'en ai terminé. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour venir répondre à mes questions. C'était un plaisir. J'invite tous les auditeurs à aller écouter ton podcast Pourquoi Buffy, c'est génial. Dans tous les cas, moi je vais mettre les différents liens vers votre travail, à toute l'équipe, dans la description de l'épisode. Ben merci beaucoup. Merci à toi et je te dis à bientôt. Salut.